Vous connaissez cette phrase qui dit que le football, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Je sais pas quel trou du cul a prononcé ça, mais en tout cas, il devait vivre au XXe siècle et pas au XXIe siècle parce que désormais, le football, c'est un sport où les Allemands se font humilier tous les 4 ans. Au moins, contrairement aux Italiens, ils ont le bon goût de se présenter pour prendre leur fessée. Mais bref, salut tout le monde, c'est TMF. J'ai envie d'être encore plus moqueur avec l'Allemagne, mais vous connaissez l'adage. Prudence est mère de sûreté, je ne connais pas Prudence, encore moins sa mère, mais finalement, quand je me dis que l'équipe de France joue ce soir contre la Suède, je me dis que c'est pas forcément le moment de faire le coq, même si le coq est l'emblème de la France. Alors, est-ce que les Allemands sont devenus nuls au pied ballon? Est-ce que dans le pays du soccer, ils nous rappellent qu'ils sont médiocres au football à tel point que Nagelsmann est un entraîneur qui donne envie de se tirer une balle dans la tête? J'ai l'air extrêmement blasé, c'est pas parce que je suis supporter allemand, c'est parce que je manque de sommeil, et vous allez le voir, si je vais évidemment être critique avec l'Allemagne, je vais défendre un truc relativement impopulaire dans cette Coupe du Monde. Selon moi, on a également un scénario assez invraisemblable et des possibilités qui sont offertes par l'élargissement dans les phases finales. Je suis pas forcément pour une Coupe du Monde avec 120 pays, 240 pays, 3 millions de pays comme ce que semble vouloir faire la FIFA, mais ce petit match, il a le mérite de m'interroger sur quelques points, et évidemment c'est de la faute de l'Allemagne n'a pas été au niveau, on aura plein de choses à redire, mais il y a un dispositif qui rend ce genre d'exploit possible. Bref, j'en dis pas plus, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Beaucoup de personnes trouvent que c'est un problème d'avoir de très petites équipes de football dans les 16e de finale d'une Coupe du Monde, et de mon côté, je dois vous avouer que je trouve ça plutôt cool. Alors, je suis pas forcément pour l'élargissement de la Coupe du Monde. Ça amène des phases de poule qui sont relativement ennuyeuses, étant donné que la majorité des troisièmes sont qualifiés, et finalement, à moins de faire une contre-performance à un niveau absolument majeur, si t'es une grosse nation, tu crains absolument rien durant cette phase. Mais justement, ça c'est peut-être la phase qui à mon goût est la plus critiquable. Sur les phases finales, quand on a une petite équipe qui affronte une grosse équipe, à mon goût, c'est totalement différent. Vous prenez par exemple la situation d'une Coupe de France et la situation du championnat de Ligue 1. Sur une Coupe de France, tu peux toujours avoir une surprise. Le Paris Saint-Germain n'a pas remporté la Coupe de France cette année, et c'est quelque chose qui peut arriver parce que finalement sur un match à élimination directe, tu peux avoir un manque de réussite, tu peux avoir un gardien qui sort le match de sa vie, tu peux avoir sur un malentendu un exploit, parce que le football a cette particularité d'être un sport à peu de points. Il n'y a pas des matchs où la majorité des scores sont de 22 buts à 23, et finalement ça peut tourner à peu de choses. Alors que dans un championnat, le niveau est un petit peu lissé, il y a un petit peu moins d'accidents. Plus tu as de matchs pour établir un classement et un résultat, plus tu lisses les forces réelles, et souvent le plus fort l'emporte à la fin. Pour cette Coupe du Monde, je considère que c'est un peu la même chose. Les phases de groupe, c'est évidemment pas un championnat, mais tu as 3 matchs, ce qui permet de voir des équipes avoir des accidents, comme l'Espagne qui a fait un match nul qu'on n'attendait pas trop, comme le Portugal qui a eu un moment d'absence, mais derrière ils arrivent à se rattraper. Or, dans les phases finales, là tu peux avoir des surprises à l'image de ce qu'a connu l'Allemagne. Et moi honnêtement, je trouve que c'est plutôt cool parce que ça permet d'inscrire de belles histoires. Alors je vous dis pas, une nouvelle fois j'insiste là-dessus, que ce format élargi de Coupe du Monde est la meilleure chose qui soit arrivée au football. J'ai même plutôt un œil assez sévère là-dessus. Mais en attendant, sur les phases finales, ça amène des scénarios plutôt propices à l'exploit. Bon, par contre, il faut quand même se dire un truc, et ce match de l'Allemagne face au Paraguay en a une belle illustration, c'est que tu es dans un football où tu vas avoir des rencontres très déséquilibrées, donc si ça amène des scénarios surprises qui peuvent être kiffants, ça amène aussi des matchs où tu vas avoir une possession écrasante pour une équipe, un bloc bas pour l'autre, et c'est pas forcément le prime du divertissement, si je puis dire. Le Paraguay a donc réussi l'exploit, bien aidé par les Allemands, parce que je sais pas vous, mais moi du haut de mes 32 ans, quand on me dit Nationalmannschaft, j'imagine une équipe implacable, j'imagine
une régularité dans les performances, j'imagine une discipline de fer, et au lieu de ça, l'Allemagne en 2026, ça ressemble à un boys band un peu craignos avec beaucoup de joueurs qui sont des éternels adolescents qui ont du mal à prendre leurs responsabilités. Je suis un homme soja wokiste déconstruit, donc je vais pas partir dans des grandes phrases qui disent que c'est une équipe de lopettes, mais je connais quelques plateaux qui se priveraient pas de ce genre de commentaires, parce qu'il faut avouer que l'Allemagne, c'est pas une sélection où t'as beaucoup de leaders charismatiques, où t'as beaucoup de mecs qui arrivent à transcender le collectif et à lancer une grande vague de résistance. J'ai beaucoup aimé le match entre les Pays-Bas et le Maroc, parce que le Maroc, au-delà des qualités individuelles qu'ils ont, c'est une équipe qui est capable de rester sûre de son football à pas mal de moments. L'Allemagne, j'ai vraiment l'impression que c'est tout l'inverse, que c'est une équipe qui tremble comme une feuille, et c'est pas un hasard s'ils se font éliminer durant une séance de tir au but, alors que normalement, historiquement, dans le grand livre du football, les Allemands étaient plutôt forts dans cet exercice. Mais trêve de bavardage, le score, vous le connaissez, c'est 1-1 et 3-4 ensuite au tir au but, et les compositions étaient les suivantes. Faites entrer l'accusé, qui est-ce qu'on crucifie? Alors Sané, évidemment, il a marqué lors du match face à l'Équateur, mais ça doit pas faire oublier à quel point c'est un joueur mid qui vous déçoit à peu près tout le temps dans la vie. On peut parler de Pavlovic, qui est loin de son niveau affiché du côté du Bayern Munich, mais honnêtement c'est une classe biberon. Moi j'aurais du mal à faire porter la responsabilité sur Pavlovic, et rien que le fait que je me retrouve à citer le nom de Pavlovic vous montre à quel point il y a une défaillance de certains cadres, puisque c'est un jeune qui vient à l'esprit d'abord. Undav, qui avait fait de bonnes entrées, il aura mieux fait de rester en sortie de banc, parce que là c'était clairement pas au niveau pour être titulaire. Et l'entrée de Waltman, vaut mieux en rire. Joshua Kimmich n'est pas un leader pour cette équipe, et finalement c'est une Allemagne qui a été bien triste, parce que oui, en face tu pourras toujours dire il y a le but d'Enciso, oui, en face tu pourras toujours dire que tu as eu un formidable gardien de but qui a limité la casse durant la rencontre et qui a été bon durant la séance de tir au but. J'ai bien aimé Gomez aussi, mais bon, on va être honnête, ce match il était à sens unique. Et le pire, c'est qu'il était à sens unique, mais que c'est pas un braquage. Je m'explique. Il était à sens unique parce que le Paraguay n'a pas touché le ballon. En termes de possession, l'Allemagne tourne à 76%. Le Paraguay a eu très peu d'occasions, 0,35 expected goals seulement, et les hitmaps sont presque comiques. T'as l'impression que c'était le retour à la période Covid, chacun était confiné de son côté. Les Allemands voulaient pas respecter ça, mais les Paraguayens étaient très bien élevés et ils allaient pas chez les autres. Mais en attendant, il n'y a que 1,57 expected goals pour l'Allemagne, ce qui, vu la domination territoriale qui ressort de la heatmap, est une honte absolue. En fait, pour moi, un braquage, ça va être un match où tu as une équipe qui a 6 expected goals, tu en as une qui a 0,5, et malgré tout, ça termine par un 0,1, et l'équipe qui a beaucoup d'expected goals se fait éliminer. Mais ici, c'est pas ça qu'on a vu, en fait. Oui, les Allemands, ils ont dominé territorialement la bataille. Oui, les Allemands ont plus tiré, mais est-ce que les Allemands ont été véritablement dangereux un nombre incalculable de fois au cours de cette rencontre? Non. Est-ce que le Paraguay a eu besoin d'un gardien qui s'est transcendé et qui a eu un statut divin durant une rencontre pour l'emporter? Non plus. Il fait un bon match, mais c'est pas non plus une prestation qui restera dans le all-time de l'histoire du foot. Est-ce que les Allemands ont eu un manque de chance absolu où ils ont fait 14 poteaux, 3 transversales et où il y a eu 40 erreurs d'arbitrage en leur défaveur? Non. En fait, le problème de l'Allemagne, c'est que c'était une caricature de l'Espagne sous Luis Enrique, qui était l'Espagne qu'on n'aimait pas, il faut bien le dire, où ça tricotait pendant des heures, mais où ça arrivait jamais à faire les différences. Moi, c'est vraiment ça que j'ai senti avec l'Allemagne. Et finalement, le but, il vient de Kai Havertz, et je trouve que c'est assez symbolique, parce que Havertz, c'est un très bon joueur. Moi, je l'aime beaucoup, je vais même plutôt plaider en sa faveur du côté d'Arsenal pour une titularisation. Sauf que Havertz, c'est un attaquant de pointe qui a un profil qui est pas celui d'un tueur. Justement, pour reparler d'Arsenal, c'est pas Gyökeres. Je préfère Havertz à Gyökeres dans l'absolu, mais si tu as besoin d'un numéro 9 dont les qualités sont la capacité à être clinique, le côté je vais abattre l'ennemi quand j'ai la moindre demi-occasion, je préfère Gyökeres, là où Havertz c'est plus un numéro 9 joueur. Le problème, c'est que l'Allemagne, il leur fallait un Gyökeres. Et l'Allemagne a fait à peu près 450 centres au cours de cette rencontre. Sauf que, ils avaient pas de Gyökeres pour les réceptionner. En fait, le joueur que j'ai préféré du côté des Allemands, c'est peut-être Florian Wirtz, qui a amené un petit peu de créativité, un petit peu de décalage, mais
Tu l'as senti terriblement seul et je me dis cette Allemagne c'est absolument dramatique et à quel point aujourd'hui tu as l'impression qu'il y a manque de cadre. Parce que je le redis, le Paraguay n'a pas volé le match, c'est juste les Allemands qui ont été incapables de faire des différences. Les anciens joueurs allemands, franchement Kimmich c'est un joueur absolument incroyable, mais est-ce que j'ai l'impression que c'est le leader dont a besoin l'Allemagne? Non. Rudiger, très bien, on reviendra quand il faudra organiser des combats de MMA pour le général Kylian Mbappé, mais en Allemagne il fait pas grand chose. Wirtz c'est encore tendre, Musiala on connaît sa situation médicale, ce qui fait que tu peux pas compter à 100% sur lui, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est pas titulaire au départ, normalement il a sa place dans son équipe. T'as des profils qui sont manquants, t'as des jeunes qui franchement m'interroge pas mal. Et en fait, cette Allemagne, c'est une équipe qui se cherche en termes d'identité depuis déjà pas mal de temps, parce qu'on n'en est pas à la première contre-performance allemande. Finalement, les bons souvenirs footballistiques des Allemands, ça remonte quasiment à 2014, j'ai envie de dire, donc il y a plus d'une décennie. Et tu te retrouves avec cette séance de tir au but où ça rate, où l'Allemagne est clairement pas au niveau, et vous le savez mieux que personne si vous êtes français, on a beau avoir eu quelques éléments imminents de l'équipe de France qui nous ont dit que les tirs au but c'était la loterie. Non, c'est faux. Et au bout d'un moment, tous les défauts psychologiques, tous les problèmes mentaux, on dirait que je suis psychiatre quand je dis ça, mais toutes les failles mentales affichées par cette équipe de l'Allemagne te conduisent à l'évidence que durant une séance de tir au but, ça va être relativement flippant pour eux. Et moi, j'en veux beaucoup à Nagelsmann. Parce que Nagelsmann, c'est un coach que j'ai beaucoup défendu lors de son apparition au plus haut niveau. Je lui voyais un potentiel absolument énorme. Pour moi, c'était un mec qui avait de très très bonnes ambitions en termes de jeu, qui proposait des idées plutôt intéressantes. Alors, c'était peut-être pas le petit génie tactique que certains nous présentaient, mais en tout cas, ça fonctionnait bien, ses équipes jouaient bien, mais avec la Mannschaft, il faut un autre profil que Nagelsmann, en fait. Je compare quasiment ça à la situation du Real Madrid où tu as José Mourinho qui débarque et où, avec José Mourinho, tu sais que ça va mal se passer sur certains points, tu sais que ça va bien se passer sur certains points, mais au moins tu sais que ça va bouger. L'Allemagne n'a pas exactement les caractéristiques du Real Madrid, les problématiques sont différentes, mais il y a un point commun, c'est que pour moi, ce qu'il faut aujourd'hui à l'Allemagne, c'est pas un boy scout qui va m'entraîner une équipe de chanteurs de télé-réalité. C'est un mec qui a besoin de faire bouger les lignes, c'est un mec qui a besoin de redéfinir les leaders. Alors l'Allemagne a essayé de faire ça en excluant certaines personnes, en mettant de côté certains joueurs qui pourtant étaient talentueux, mais t'as toujours l'impression que t'as cette quête d'identité qui parvient pas à être trouvée. Bon, question de nuancer un petit peu le constat très négatif que je fais jusqu'à présent. De mémoire, c'est Nagelsmann qui avait dit quand on gagne, tout est positif, quand on perd, tout est négatif. Et effectivement, là, je présente les choses comme étant intégralement négatives. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans le tableau entièrement noirci. En fait, les failles de l'Allemagne étaient déjà visibles. C'était une équipe qui apparaissait comme étant un des gros qui pouvait te choquer avec pas mal de chance, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui laissaient interrogatifs. Mais dans le même temps, cette Allemagne, pour moi, elle n'a pas eu de chance face au Paraguay parce qu'elle se serait limite plus illustrée face à une meilleure équipe. Quand tu tombes face à un adversaire qui est extrêmement prenable sur le papier, c'est vu par tout le monde comme une formidable opportunité parce que tu as un tour facile, mais ça veut dire qu'il va falloir te défaire d'un bloc bas. Et dans une Coupe du Monde où tu vas avoir maintenant des équipes bien plus faibles sur le papier qui sont confrontés à toi dans des tours à élimination directe, il faut s'attendre à des équipes qui jouent la performance de leur vie et qui savent qu'elles n'ont pas les moyens de lutter à armes égales sur le terrain avec toi. Donc ces équipes vont bétonner. Et ça rejoint même une réflexion que j'ai dans le football de club où tu as de plus en plus de déséquilibre dans les phases de championnat. Il faut être capable de faire sauter des blocs bas. Il faut être capable de déstabiliser les équipes qui mettent des bus. Et autant je vois des qualités assez intéressantes dans cette Allemagne face à des grosses équipes qui sont plutôt joueuses, autant c'est un peu pour tout le discours que je vous ai fait sur Havertz comparé à Gyökeres, j'ai du mal à me dire que l'Allemagne est une équipe qui est particulièrement bien outillée pour faire face à cette configuration de match. Or c'est exactement ce qu'ils ont eu face au Paraguay. Et je me dis que c'est peut-être pas la seule équipe qui va se faire piéger là-dessus.
et que c'est un truc qui est un peu trop sous-estimé et qu'on risque d'avoir pas mal de surprises qui répondent à ce schéma et que finalement l'élargissement de cette Coupe du Monde, ça va également amener des configurations de matchs qui vont devoir t'obliger tactiquement à te réinventer et l'équipe qui ira le plus loin, c'est évidemment une équipe qui sera capable de battre les très très gros concurrents, mais je pense qu'il y a des gros poissons qui se feront également sortir pour cette raison, parce qu'ils sont pas capables de renverser une équipe qui joue bloc bas, qui est solide, et ça rejoint pas mal de configurations qu'on a vues. Le match nul de l'Espagne, l'Espagne pratiquait quand même un football intéressant. L'Espagne a eu pour le coup beaucoup plus d'occasions que l'Allemagne et selon moi ils auraient dû gagner ce fameux match nul, mais il y avait déjà cette configuration où il fallait que tu trouves une solution face à un bloc bas. Le Japon face au Brésil, bon ben au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, le Japon ne voyait plus la lumière du jour. Il subissait les assauts incessants des Brésiliens. Et il se trouve que la solution, tu arrives à la trouver en toute fin grâce à Martinelli, mais tu aurais pu te retrouver dans une situation un petit peu connexe où, bah, face à un bloc bas, tu bloques et ça te coûte la suite de la compétition. Donc pour moi, l'élimination de l'Allemagne, elle est aussi symptomatique de ça, parce que franchement, tu mets l'Allemagne face à une équipe meilleure que le Paraguay, mais un peu plus joueuse. Je pense que l'Allemagne, on peut faire des compliments sur eux, chose qu'on n'aura pas aujourd'hui. Bon match de l'équipe de France, en espérant ne pas répéter ce discours pour les Bleus. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.